lucida proportio. Le philosophe semble avoir surtout médité sur le beau au sommet et à la fin de sa carrière, à l'époque du Convito 1475, au moment de ses études sur Plotin 1490. La confrontation de ces textes permet d'apprécier le développement de la doctrine. En 1473, dans une lettre à son jeune ami Giovanni Cavalcanti, Ficin donne la définition la plus précise qu'il apportera jamais. La beauté du corps ne consiste pas dans l'ombre de la matière, mais dans la clarté et la grâce de la forme, non dans la masse obscure, mais dans une sorte d'harmonie lumineuse, non dans une pesée inerte et stupide, mais dans le nombre et la mesure convenable. Lumière, grâce, proportion, nombre et mesure, que nous percevons par la pensée, la vue et l'ouïe, c'est à quoi tend l'ardeur vraie du véritable amant, le désir des autres sens qui entraîne vers le matériel, le massif, le pesant et l'informe, contraire à la beauté et à l'amour, n'est pas l'amour, mais un appétit stupide, accablant et parfaitement laid. On y trouve d'abord la distinction des sens nobles, imagination, vue et ouïe, qui peuvent seuls percevoir la beauté, et de ceux qui ne peuvent saisir que l'aspect matériel du monde, c'est-à-dire le laid. La beauté est une sorte de violence faite à la pesanteur de la matière. Elle est illumination et métamorphose spirituelle de l'objet. Chacun de ces éléments, nombre, numéris, relation, proportion et clarté, luxe, abolit tour à tour l'un des aspects négatifs de l'être corporel. Le nombre introduit des rapports fixes dans le domaine chaotique de la quantité. La relation harmonique ouvre l'accès à la qualité pure. La clarté, enfin, achève le processus d'idéalisation et de ravissement. Aussi, ne peut-on parler que d'une harmonie lumineuse, lucida proportio, où se conjuguent les deux principes, le nombre et la splendeur. L'idée de juste rapport commune depuis l'analyse albertienne de la consinitas, est associée à la métaphysique de la lumière. Ce sont là, il va sans dire, des points de doctrine sans originalité. Mais en les reliant à l'édifice platonicien, les discours du convivium leur confèrent une portée nouvelle. Le premier précise la triple manifestation de la beauté selon le niveau où elle apparaît, intérieur, visible, auditif, et son mode de manifestation, vertu, ligne et couleur. Voix, virtus concinitas, colorum linearum que concordia, vocum consonantia, au-dessus du domaine de l'appétitio dégradant. Le second discours s'élève à la métaphysique de la beauté, acte ou rayon divin traversant l'univers, comme le rayon du soleil illumine à lui seul 4 éléments. Ainsi conçue, la beauté appartient en propre aux réalités parfaitement pures. Nous appelons beau les couleurs pures, les lumières, une voix seule, l'éclat de l'or et le brillant de l'argent, la connaissance, l'âme. On voit ce qui émeut particulièrement le philosophe. Il ne va toutefois pas jusqu'à préciser un véritable répertoire des formes aptes à manifester l'intelligible. Le discours prêté à Marsupini précise enfin les termes de la lettre à Cavalcanti. La beauté, splendeur du visage divin est proprement incorporelle, ce qui est évident dans ces miroirs supérieurs, l'esprit angélique et l'âme, et ce qui apparaît aussi au niveau des corps si l'on observe que la beauté est une manifestation de lumière préparée dans la matière par les 3 éléments d'ordre, mesure et ornement. La relation entre l'élément mathématique et l'élément de splendeur est donc expliquée. Le premier est la préparation du second, qui sera le principe essentiel. Ficin tente ainsi d'analyser l'émotion qui envahit tout penseur, tout poète platonicien devant un beau spectacle, un beau visage. Il s'y produit une rencontre bouleversante entre l'élément visible et l'élément supérieur, où l'on franchit d'un coup tous les degrés de l'être. C'est ce saisissement qui révèle à l'âme sa vocation profonde, ce que Ficin éclaire enfin par une comparaison orphique développée par Thomas Bensi. La clarté du soleil vu dans l'eau n'est qu'une ombre comparée à l'éclat supérieur qu'il a dans l'air. Sa splendeur dans l'air, une ombre comparée à sa fulguration dans le feu. Sa fulguration dans le feu, une ombre comparée à la lumière solaire étincelant dans le soleil lui-même. Ainsi les 4 aspects de la beauté dans le corps, l'âme, l'esprit angélique, Dieu lui-même. Le cercle est refermé, reprenant et rectifiant dans le sens de Plotin une allégorie déjà employée par Alberti. Ficin conclut en rappelant le mythe de Narcisse
l'image de l'âme qui s'éprend de la beauté extérieure et oublie de la rapporter à son principe spirituel. Il laisse fuir sa vraie figure sans jamais atteindre l'ombre, car l'âme se néglige en s'intéressant au corps dont la jouissance ne la comble pas. C'est donc bien l'élan spirituel irremplaçable éveillé par la beauté, et non l'attachement naturaliste aux formes mêmes, qui fait le prix de l'expérience esthétique. Elle agit sur l'âme comme une sorte de magnétisme auquel il ne faut pas se dérober. L'emploi de certaines formules invite même à se demander si Ficin ne conçoit pas, au fond, l'action de la beauté comme une manifestation analogue aux opérations de la magie qui provoque elle aussi par un réglage approprié un épanouissement du réel. La pensée reste souvent mince et allusive, mais la part faite au désir et à la beauté dans ce commentaire, qui renonce habilement à l'appareil scolastique pour rendre ces thèmes accessibles à un vaste public, constituait un véritable événement pour la culture florentine. Il y avait dans la démarche générale de l'ouvrage une hardiesse faite pour plaire aux esprits modernes, en montrant que la nostalgie du divin commence, comme le veut Platon, au délice et au trouble de l'amour profane, en faisant du vertige intérieur en face de la beauté un ressort essentiel de la vie spirituelle. Le nouvel humanisme trouvait des accents apparemment bien accordés à la sensibilité florentine de la fin du XVe siècle. L'immense succès du livre prouva que Ficin ne s'y était pas trompé. Le renom de l'Académie fut définitivement établi par ce message de 1475. Ficin devait pourtant s'en éloigner par la suite, mais les modifications qu'il put apporter à la doctrine du beau ont eu beaucoup moins de portée que l'exposé de la Lucida Proportio. 15 ans plus tard, le commentaire aux Énéades semble vouloir rendre plus mystérieuse et moins accessible l'expérience de la beauté, l'éloigner des émotions profanes et la relier plus étroitement aux étapes de la spéculation et même de la mystique. La beauté, objet de la vue, écrira-t-il alors, représente la beauté de l'esprit, celle qui est l'objet de l'ouïe, la beauté de l'âme. Nous ne sommes pas ici en présence d'un nouveau paragone de la peinture et de la musique. Il s'agit d'intuitions moins spécifiées que la contemplation rattache à des hypostases construites sur une opposition que l'on a déjà rencontrée. L'âme est cette âme du monde, anima mundana, qui selon Platon s'exprime par l'harmonie des sphères. L'esprit, mens mundana, est l'articulation des essences intelligibles, réfractées dans l'esprit angélique qui lui correspond. La première gouverne l'univers incorruptible des cercles que Dante a un à un traversé, essence immatérielle mais soumise au mouvement et au temps, où se découvrent dans leur pureté parfaite les rythmes de la durée, et donc ce que nous devons appeler la musique. Au-dessus de lui, mais en stricte correspondance avec lui, émerge hors du temps l'admirable architecture du monde angélique, mens, stable et lumineuse, détaillée par l'aréopagite. La pensée qui le parcourt, avec la rapidité de la lumière, oblige à rappeler le primat de la vue, au moment même où l'effort vers l'ineffable devrait obliger à l'abolir. Ainsi, la beauté de Mens est au-dessus de celle d'Anima. La beauté de la lumière intellectuelle nous est avant tout représentée comme par image dans la beauté lumineuse du visible. Celle de l'âme, avec son fondement harmonique, nous est rapportée à son tour comme par image dans la beauté harmonique de l'ouïe, mais la vue convient mieux à la beauté que l'ouïe, car la vision et la lumière ressemblent davantage à l'intelligence que l'audition et le son. Dans le convivium, le principe mathématique de la beauté était rapporté à l'instance métaphysique supérieure conformément à l'enseignement d'Alberti. Les deux éléments qui s'unissent dans la lucida proportio sont maintenant dissociés et s'articulent au degré supérieur de l'être, aux limites communes de la conscience et du cosmos. Ils se rattachent l'un à l'harmonie des sphères, cette musique silencieuse de l'espace, l'autre à la vision des espèces angéliques, où tout s'éteint pour la vue dans une prodigieuse lumière. Docile aux enseignements de Plotin et de l'aéropagite qui domine la dernière phase de sa pensée, Ficin s'attache donc moins à la beauté humaine des visages et des corps qu'au resplendissement diffus de l'univers, moins aux formes, à l'espace et au mouvement qu'aux harmonies ineffables. Sans doute maintient-il comme ses modèles le primat inconditionnel de la vue, mais il s'agit avant tout de la vision intérieure.
L'écart entre les deux définitions du beau semble être celui qui sépare d'une image aux propriétés magiques l'intuition intellectuelle qu'il faut rapprocher du hiéroglyphe. Ficin cherche l'achèvement de son esthétique dans une mystique contemplative où la transposition est de plus en plus forte et où apparaissent des suggestions imparfaitement développées. La beauté de l'esprit divin est pareille à la lumière, celle de l'esprit humain dans sa vertu intellectuelle a une couleur très brillante, celle de l'âme dans la vertu morale a une sorte de figure. Les deux visages du monde, l'homme et le ciel. La dominante esthétique de l'enseignement de Ficin s'accorde avec le balancement caractéristique de sa pensée entre l'homme et le cosmos. Si la structure harmonieuse de l'univers appelle l'image de l'artifex, qui semble rapprocher l'homme de Dieu, on approfondit la fonction de l'arc en remontant à l'âme du monde. Le miracle de la beauté qui nous saisit dans la grâce du visage humain reconduit finalement à la contemplation des sphères célestes. Ce sont pour Ficin plus que des métaphores, le corps humain et l'ordre universel se répondent. L'homme n'est pas l'être chétif qu'il apparaît d'abord, l'univers n'est pas une machine vide. Les deux domaines se trouvent concentrés avec les virtualités esthétiques, une puissance expressive complète, sont précisément le firmament avec son peuple harmonieux de planètes et de constellations, le visage humain avec sa variété physiognomique, les deux vultus de l'âme. Médecin avant d'être théologien, Ficin s'était longuement penché sur les manifestations de la vie. Ce n'est pas l'âme qui est dans le corps, c'est plutôt le corps qui serait dans l'âme. Elle contient les prototypes de tous les mouvements de l'organisme. Leurs rapports sont définis par la vieille formule Homo animus est, corpus hominis instrumentum. Cette conception instrumentale de l'organisme est surtout intéressante pour le visage humain, qui est véritablement le miroir de l'âme, mais elle s'étendait à toute la physiologie. Dans la lettre à Policien, où il dresse le premier catalogue de ses œuvres, Ficin indique l'existence d'un traité perdu, depuis Composui Physiognomiam. Son biographe fait également allusion à d'amples études médico-psychologiques. Marcille avait fait des recherches assez complètes de physionomie, après y avoir consacré des études extrêmement importantes dans sa prime jeunesse. Il en était devenu un remarquable spécialiste, artifex et grégus. Une lettre de 1459 donne du moins le résumé de l'ouvrage perdu. Le classement des tempéraments en fonction des 4 éléments, avec une allusion à l'infinie variété des cas particuliers que relevait déjà Lucrèce. C'est abrégé comme les traités analogues qui ont été conservés paraît pauvre, mais ce schématisme, même importé à la culture commune à un moment où la physiognomie était une condition du langage artistique, ces notions jouaient le même rôle dans le domaine de l'expression psychologique que les schémas constructifs de la perspective dans l'interprétation de l'espace. Chi mai potesse senza grandissimo studio esprimere vise nelle quali la bocca, il mento, gli occhi, le guance, il fronte, i cicli, tutti ad uno ridere o piangere convengono, écrivait Alberti. Ficin ne se réfère pas à la pratique des sculpteurs ou des peintres comme le faisaient des auteurs contemporains tels que Michel Savonarole, mais revenant toujours volontiers sur le fait que le corps est parfaitement apte à traduire toutes les émotions de l'âme, il désigne en particulier les points d'expression les plus attachants, ceux qui laissent transparaître la suavité et la pureté naturelle de l'âme, c'est-à-dire la région des yeux qui communique la lumière intérieure et de la bouche qui s'incurve en sourire. La lettre à Bembo, déjà citée, qui contient une sorte de canon allégorique sous la forme d'une nymphe à la beauté accomplie, est parfaitement intelligible, s'achève sur l'évocation du sourire, ce sourire tout à fait gracieux, représente la joie parfaite, dont nous remplit sa vertu même et la félicité sans trouble. L'expression humaine est rarement aussi pure, car si l'homme est unique en nous, les bêtes sont nombreuses. Ficin répète souvent que l'analogie entre certains types ou aspects humains et les formes de l'animalité traduit la complexité de la vie psychique. Il justifie à l'aide de Platon le principe d'un bestiaire moralisé. L'âme est un certain habitus que l'animal nous représente. C'est ce que signifie le mythe de la chimère du livre 9 de la République, et plus vigoureusement encore celui de l'attelage dans le Phèdre. Platon place dans l'âme un aurige et 2 chevaux jumeaux, un bon et un mauvais, ce qui signale dans l'énergie psychique à la fois l'homme et les bêtes.
Le classement, les émotions et les passions s'éclairent à partir de là par des images types de la vie animale. Celles-ci sont en effet de véritables métaphores animées des aspects de l'âme, puisqu'elles sont produites par une nature, une artificiose nature où il faut voir l'expansion cosmique de l'âme. La notion de visage expressif doit s'étendre finalement au mouvement et aux combinaisons du ciel. Tu sais combien le visage d'un homme en larmes éveille aisément la pitié, combien la figure d'une personne aimable frappe et agite aussitôt les yeux, l'imagination, l'esprit et les humeurs. La figure céleste n'est pas moins vive et agissante. Les visages du ciel sont les figures célestes. On peut donc appeler face, faciès, les figures plus stables, visage, vultus, les plus changeantes, et de même les aspects du ciel étoilé, les rapports des constellations. Le paysage du ciel dominant celui de la terre est ce que la nature nous présente de moins étranger. Et si paradoxal qu'il puisse paraître, l'astrologie est comme le vocabulaire des émotions. Le visage humain renvoie aux formes célestes. La sphère ramène à l'âme, la grande forme d'explication ou pseudo-explication traditionnelle, l'analogie du macrocosme et du microcosme, remise en honneur par Nicolas de Cuse, revit ici dans toute sa force. C'est à travers le néoplatonisme qu'elle a séduit la Renaissance. Quelques années plus tard, Pic affectait une certaine indifférence envers ce thème banal et rebâché dans les écoles. Rien de plus traditionnel en effet depuis les stoïciens, depuis Brunetto Latini, mais dans la théologie platonicienne, Ficin ne l'avait pas jugé incapable de se prêter à de nouveaux développements. L'un des plus remarquables est celui où l'organisme vivant de la Terre est décrit dans des termes qui anticipent très exactement ceux de Léonard dans son introduction au traité de l'eau. Nous voyons la terre engendrer de ses propres semences et faire croître en les nourrissant des arbres et des vivants innombrables. Elle fait même pousser des pierres qui sont comme des dents, comme ses dents, des herbes qui sont comme ses poils, tant qu'elles lui adhèrent par leurs racines. Arrachée, extirpée du sol, elle ne pousse plus. Comment oser dire que le ventre de cette femme n'est pas vivant quand il produit spontanément tant de petits? De cette femme, c'est que la Terre, comme chacun des éléments, est habitée par une énergie créatrice, cette vita fabricatrice qui fait du vivant une sorte d'artiste instinctif et hardi. L'analogie développée par Ficin est assez contraignante pour l'imagination. Le corps du monde répond en détail au corps de l'homme. On doit donc comprendre du dedans les modalités de la nature, les traits du paysage, cette curiosité qui revient avec insistance chez Ficin et qui fait le charme de ces petites évocations pastorales, doit être rapprochée de l'intérêt toujours plus aigu pour la fonction du paysage dans le tableau manifesté par Pollaiuolo, l'ami du philosophe, et bientôt par Léonard. Rien ne pouvait mieux le justifier. L'analogie se maintient et se renforce, singulièrement au niveau de l'âme, qui affleure dans le visage humain comme dans celui du ciel. Ficin manifeste, on l'a vu, la plus vive sensibilité à ce vis-à-vis de l'âme humaine et de l'âme cosmique et à leur dialogue, auquel les noms des dieux de la fable, inscrits dans les signes apparents de la voûte nocturne, prêtent leur dignité. Ces figures imaginaires peuvent ainsi exciter toutes les émotions, la confiance, la terreur, le doute, le désir ou l'extase. Leurs accords, leurs conflits dessinent les complexes de la psyché universelle, dans lesquels on dégagerait mal les modalités du destin humain. Grâce aux figures de la mythologie, qui conviennent ainsi à la représentation des vultus célestes, toutes les manifestations de la vie se retrouvent inscrites et amplifiées dans le cosmos. Il faut apprendre à les reconnaître, là où n'apparaissent d'abord que des harmonies mathématiques et de beaux mouvements sidéraux. La représentation exacte et nuancée de la sphère céleste avait ainsi un intérêt majeur pour le médecin astrologue. Ficin s'en explique assez longuement dans le chapitre du 3e livre du De Vita, où il expose les matériaux, les couleurs et les rapports numériques appropriés, avec les astres en or, à la ressemblance du ciel, et Vesta ou Cérès, c'est-à-dire la Terre revêtue d'une enveloppe verte. Il y a ainsi intérêt à considérer la sphère pourvue de ces mouvements tels que l'ont fabriqué autrefois Archimède et récemment l'un de nos artisans florentins du nom de Laurent, et non seulement la considérer mais aussi la méditer dans son âme. L'artisan dont il s'agit est Lorenzo della Volpaia, auteur d'une horloge astronomique destinée aux magnifiques pour laquelle Attavante avait dessiné les 7 planètes.
En août 1484, Policien l'a décrit dans une lettre à Francesco Case, qui avait demandé des explications sur la merveille dont tout le monde parlait. Il donne toute précision sur cet automaton dont Ficin se contente d'évoquer le magnifique enseignement. Une colonnette carrée de près de 3 coudées, portée à un disque de cuivre où était figuré en couleur l'univers sidéral, entouré du cercle des heures. Une aiguille partant du soleil indique les grandes divisions du temps, celle de la lune, des heures. Tout un jeu de graduation et d'orbites mobile permet de calculer les épicycles, les conjonctions, les levées. Policien n'a pas assez d'éloges pour cette reconstitution moderne du grand appareil que l'Antiquité attribuait à Archimède. Supérieur à tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a peut dire, supérieur à tout ce qu'on en peut dire, l'étonnante ordonnance céleste illumine tous les domaines de la connaissance et de l'art. C'est par elle qu'il faut aborder les beautés de l'univers.